on va continuer sur la villa de Chiron avec Monsieur Arnaud Coutelat, qui va nous présenter une analyse pétro-archéologique d'une pièce, de la pièce 17. Donc on reste dans cette villa. Déjà, merci aux organisateurs d'avoir accepté ma communication, parce qu'elle est arrivée un petit peu tard, mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter l'étude des mortiers constitutifs des décors que nous venons de voir. Donc c'est une étude qui a été menée en collaboration avec le CEPMR. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues. C'est une étude qui fait donc suite à celle de la pièce 17, où on avait eu la possibilité d'étudier les mortiers qui constituaient les décors à la fois du mur, de la corniche et de la voûte. Donc cette fois-ci, on s'est intéressé à des décors qui provenaient des espaces contigus. Donc vous voyez qu'il y a essentiellement des échantillons qui proviennent de la pièce 17, à la fois in situ, prélevés par l'équipe de Soissons, et aussi des échantillons qui ont été sélectionnés suite au travail sur les décors. On a aussi deux échantillons qui proviennent de la pièce 28, un qui provient de la pièce 25, un de la pièce 31, et j'attire votre attention sur l'échantillon numéro 4 qui, a priori, proviendrait plutôt d'un espace contigu à l'est de la pièce 17. Donc la technique d'analyse, c'est la technique habituelle de la pétro-archéologie des mortiers de chaux, donc à savoir les analyses pétrographiques, c'est-à-dire sous microscope optique en transmission. Donc pour cela, on a besoin de préparer des lames minces, donc vous les avez ici, avec par convention la couche picturale qui est placée à l'horizontale en haut de l'image. Donc on en devine une ici. On voit aussi à peine les couches de finition, donc là vous en avez une pour l'échantillon numéro 3. On les voit à peine parce qu'elles sont vraiment de très très faible épaisseur, entre 1 et 2 mm, pas plus. Et sinon, on distingue plus ou moins bien les différentes couches de mortier qui constituent ces enduits. Alors en schéma de synthèse, voilà ce que ça donne. Je vous ai remis là de 1 à 5, ce sont les échantillons de la pièce 10. Et donc là, de la pièce 25 à la pièce 31, et tout ça ensemble de la pièce 17. Alors, je m'excuse, les trames sont difficiles à discriminer, donc vous abîmez pas les yeux pour essayer de tout observer. Ce qu'on voit surtout, là, globalement, c'est qu'on a quand même des choses qui sont assez homogènes sur les nouveaux enduits par rapport à ceux de la pièce 10. Aussi, ce qu'on voit surtout, c'est cette trame-là, pour la première couche de préparation des enduits, et qui correspond à un mortier de chaux, de sable siliceux et d'argile d'illuviation. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Alors, ces argiles d'illuviation, c'est ce que vous avez là sous microscope, ces éléments en orangé qui sont soit en revêtement autour des grains de quartz, soit ici, carrément en nodule argilo-sableux. Et là, vous avez en fait l'image exacte de la formation qui a été extraite. Donc, formation sableuse entre guillemets, parce qu'elle est extrêmement polluée, assez riche en argile. Donc, normalement, ça, on va plutôt le retrouver dans les mortiers de maçonnerie, mais on peut aussi les trouver pour les mortiers les premières couches posées contre le mur. Et on voit aussi qu'on a un peu de ces argiles là dans les couches suivantes pour ces différents enduits. L'autre intérêt pour nous, c'est que ça nous permet de cibler plutôt les formations de plateaux, éventuellement les niveaux d'altération en place des grès, alors que pour la pièce 10, les résultats tendaient plutôt à nous renvoyer vers les alluvions anciennes des différentes vallées autour de Chiron. Alors, lorsque l'on compare ces différents enduits entre eux, on arrive à distinguer à peu près deux ensembles. Alors, le premier, on va appeler l'ensemble jaune, correspond surtout à cet échantillon, le numéro 3, qui est en fait l'enduit blanc assez grossier qui était conservé in situ au niveau de la baie, au niveau de la porte, en accès entre les pièces 10 et 17. Donc, on voit que la technique est globalement la même que celle qu'on a pu mettre en évidence pour le mur. Alors on se pose un peu la question aussi pour les échantillons 25 et 31. On a des choses qui sont assez similaires, mais bon, ça a chauffé, donc on n'est pas tout à fait sûr, surtout qu'il y a quand même des caractéristiques qui renvoient sur le deuxième lot. Donc ce deuxième lot, c'est le lot vert qui correspond aux échantillons de la pièce 28 et à la quasi-totalité de ceux de la pièce 17, excepté le numéro 4, j'en reparlerai. Alors, il y a quand même quelques différences entre ces différents supports. Là, on voit par exemple que pour certains, dans les couches de transition, on va avoir un petit peu de tuileau en pollution. Mais bon, c'est assez minime. Ce qu'on voit surtout, c'est ici une couche supplémentaire, un mortier de terre. Et ça correspond à l'enduit de plafond.
Et pour cet échantillon, on voit qu'on a la couche de finition qui a été posée en plusieurs fois. De même pour celui-ci. D'ailleurs, on avait aussi un exemple pour la voûte. Donc ça, c'est assez intriguant. Alors, c'est pas ce que j'appelle, moi, le doublement de la couche de finition, qui est une technique où on va avoir un petit niveau supplémentaire à l'Intonaco. Là, on a vraiment la couche de finition qui va être disposée en plusieurs fois. Donc, vous avez, par exemple, une première application ici avec un cristal de calcite, une deuxième ici, pareil, avec un cristal de calcite, et peut-être une troisième avec une couche qui a l'air un peu teintée dans la masse. Alors, est-ce que c'est la diffusion de la couche picturale? On ne sait pas trop, donc bon, je n'irai pas plus loin dans les explications. Une fois ce premier travail fait, on a comparé ça avec les décors et les phases de décoration qui avaient été mises en évidence, et on voit que ça correspond assez bien avec, pour l'ensemble vert, une datation de la première moitié du IIe siècle, avec donc un support qui a 3 couches de mortier. La première, donc on a vu avec chaux, sable et argile diluviation, ce qui donne ces teintes rose-orangées assez caractéristiques. La couche de transition qui contient beaucoup moins d'argile, parfois un petit peu de tuileau, et puis cette couche de finition qu'on voit là, de chaux, quasiment exemple de granulats, à part quelques cristaux de calcite. Deuxième moitié du IIIe siècle, on a l'ensemble jaune, donc là la pièce 10, et puis donc la réflexion au niveau de la baie, avec un mortier sableux qui contient quasiment pas d'argile diluviation, qui a cette teinte beige, qui souvent est posée en plusieurs fois, donc là vous avez une limite de pose, je tremble un peu, mais vous pouvez la voir avec les vides. Et donc, on voit quand même qu'on a des choses qui sont assez différentes entre les deux enduits. Et puis donc, notre intrus, le numéro 4, là, avec une couche de préparation riche en sable silico-calcaire qui donne ce mortier blanchâtre. La couche de transition est un peu rose parce qu'en fait, là, on a du tuileau, mais ce tuileau, il est vraiment en ajout volontaire cette fois-ci, puisqu'on le distingue quand même assez bien parmi le sable. Et puis donc, la couche de finition appliquée en plusieurs fois. Donc en conclusion, globalement, on voit qu'on a des enduits quand même de qualité standard, qui sont adaptés à des contextes de salle sèche, et plus ou moins d'apparat, puisqu'on voit que de temps en temps, on a un peu de cristaux de calcite en couche de finition, mais bon, ça reste quand même assez peu probant. Mais en tout cas, l'étude pétroarchéologique révèle bien 2 ensembles principaux de supports qui sont en cohérence avec les différentes phases de décoration qui ont pu être mises en évidence. Surtout, on voit que l'enduit blanc de part et d'autre de la baie, qui relie les pièces 10 et 17, doit procéder d'une phase de reprise du décor, puisqu'elle correspond à celle de la mise en place des décors de la pièce 10 au IIIe siècle. Pour les pièces 25 et 31, bon, c'est un peu plus difficile à dire. Les décors sont associés à la phase du troisième, les décors et aussi par l'étude du bâti. Tandis que les mortiers, on a aussi des éléments qui pourraient rapprocher à la phase du IIe siècle, mais bon, encore une fois, on a des soucis. Il y a eu de la chauffe, donc c'est difficile à dire, donc on ne peut pas vraiment statuer. En revanche, pour l'enduit numéro 4, celui qui correspond au décor à compartiment rouge, noir et jaune, là, on a une datation du deuxième, et surtout, on a un enduit qui est beaucoup plus original, avec cette couche de préparation inédite et la présence de tuileaux dans la couche de transition. Et ça, ce type de support nous renvoie plutôt vers un contexte d'espace semi-extérieur. Et en fait, ça correspond aux interprétations qu'on pourrait avoir sur cet espace-là, qui pourrait être un jardin entouré d'un péristyle. Et puis, je terminerai juste avec cette remarque sur les couches de finition posées en plusieurs fois. Alors c'est quelque chose qui a été mis en évidence pour des contextes du IIe et du IIIe siècle, soit pour des bas de parois, soit au niveau de la voûte. Bon, alors donc pour des positions architecturales un peu particulières, mais c'est quand même quelque chose qui se voit assez peu souvent. D'autant plus que là, on a des épaisseurs qui sont très réduites, 1 ou 2 mm. Donc voilà, on peut se demander si on n'est pas sur une pratique locale. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra interroger lors des prochaines études, soit sur la villa, soit sur des sites locaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, peut-être une petite question cette fois. Merci Arnaud, mais j'ai été intéressée parce que justement c'est cette question des couches de finition appliquées en plusieurs fois et par ton hypothèse de peut-être dernière couche teintée dans la masse. Ouais. Tu vois pourquoi ça m'intéresse. Est-ce que ça c'est des choses que tu avais déjà vues
ou pas. Et par ailleurs, j'avais aussi, en fait, je me suis rappelé que j'avais une question pour la communication d'avant, mais je peux la poser après. Non, c'est pas forcément des choses qu'on voit beaucoup. Alors, comme je disais, le fait d'appliquer plusieurs fois la couche de finition, c'est pas quelque chose. Ici, on a plusieurs exemples. Alors après, on le voit pas forcément puisque on est sur la couche de finition, elle va être vraiment travaillée très très vite et pour pouvoir appliquer les pigments derrière. Donc, moi, je me souviens sur les fresques expérimentales de Maud, il y a eu des applications plusieurs fois et ça se voyait pas forcément. Mais là, ça se voit clairement. On sent qu'il y a une pause entre les plusieurs applications. Donc ça, déjà, c'est particulier et donc ça correspond pas à ce que j'appelle le doublement qu'on est en train de mettre en évidence à Chartres, où on a vraiment clairement une première couche de finition et puis on va rajouter un petit niveau par-dessus. Donc là, c'est quelque chose de technique. Pour l'aspect teinté dans la masse, généralement, on a la diffusion, on voit la diffusion des pigments à l'intérieur des niveaux supérieurs de la couche de finition, mais on n'a pas quelque chose aussi teinté que ça. Donc, mais j'ai pas travaillé plus que ça sur cet élément. Oui, ce serait intéressant là, peut-être de comparer justement avec les fresques expérimentales pour voir si là on sait que c'est teinté dans la masse. Oui. Alors, en fait, là, ça demande d'autres techniques d'analyse que la pétrographie, en fait. C'est ça le problème. Oui, moi j'avais une question par rapport à l'argile. Donc, tu as bien dit qu'il y avait de l'argile dans certaines couches de mortier. Oui. Et c'est généralisé ou pas? C'est quelle quantité? Est-ce que ça se... Est-ce que tu peux donner des petites précisions? J'ai fait la bêtise de sortir du PowerPoint, mais là, les images que j'ai montrées, il y avait de l'argile un peu partout. Là, c'est simple, donc on est vraiment sur la couche de préparation, donc ça, c'est la couche qui contient le plus d'argile. La couche de transition, il y en a un petit peu aussi, parce que globalement, ce sont les mêmes formations sableuses qui sont exploitées, mais sur les couches de transition, de préparation, vraiment la toute première, on n'a pas besoin d'avoir un sable d'une pureté fabuleuse. On est vraiment en transition avec le mortier du mur, donc on a des mortiers qui sont assez pollués généralement. Et donc là, tout ce que vous avez en orangé, en fait, c'est l'argile. Et donc, si on devait faire une proportion en surfacique, on verrait qu'on a vraiment un très très gros pourcentage d'argile présent dans ce mortier. Donc, je ne sais plus quelle était exactement ta question, mais en fait, il y a énormément d'argile dans ce mortier, mais c'est de l'argile qui provient de l'extraction du sable. C'est pas un ajout volontaire d'argile dans le mélange. Et il y en a justement peu dans la couche de finition, c'est ça? La couche de finition, il n'y en a pas du tout. Ah, ok. Merci. En tout cas, s'il y en a, c'est pas celle-là. Parce que celle-là, elle est très ferrugineuse, donc ta couche de finition, elle est blanche, donc elle peut pas contenir ce type d'argile. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai une question ici de Madame Barbet. Oui. D'abord, Elle me dit qu'elle n'a pas compris si les mortiers sont différents pour le plafond et la voûte. Oui, ils sont différents, oui. Parce que le plafond, c'est la pièce 17, on est sur une autre phase, on est sur une phase du deuxième, alors que la voûte, c'est la pièce 10, on est sur une phase du troisième, et on a des techniques différentes avec pas mal d'utilisation de mortier de tuileau pour la voûte. Mais en fait, on a du mortier de tuileau sur quasiment tous les enduits de la pièce 10. Je vais juste apporter quelques précisions aux différentes interventions. D'une part, par rapport à la présence d'argile là dans le support, on avait déjà observé ces éléments, bien qu'il n'y ait pas eu d'analyse pour les décors de la villa de Wichten, et donc ces enduits du Luxembourg qui ont un aspect déjà très rosé, en fait, assez proche de celui du tuileau, alors qu'il n'y a pas de tuileau par l'origine, en fait, de ce sable. Donc déjà, il y a une tonalité des supports similaires, et donc cet échantillon-là que l'on voit sur l'écran est contemporain du décor de la villa de Wichten. Donc, ce serait intéressant à l'occasion qu'on puisse faire des analyses du support de Wichten. Un autre point aussi pour montrer en fait l'importance de ces relations, des échanges que l'on a au moment de l'analyse des supports, c'est que pour la pièce 17 que Lucie vous a montré, on n'avait pas dans le fragmentaire d'éléments qui confirmaient
que le fragmentaire allait bien avec les peintures in situ. Et c'est vraiment en donnant des échantillons de ces éléments de décor qu'on a la confirmation que la zone médiane va bien au-dessus de la zone inférieure in situ. Donc ces analyses, elles sont vraiment essentielles dans tout le travail d'étude que l'on fait sur les peintures et la confirmation de nos observations.